Salut à tous, bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui je vous accueille en direct du centre-ville de Lima, la capitale du Pérou, et je vous accueille pour le troisième et dernier volet du conseil de classe du premier trimestre 2019 de la WWE. Et dans ce troisième volet, on va voir ensemble pas mal de choses, notamment la manière dont Vince McMahon gère les choses non seulement à la WWE, mais aussi à la XFL, parce que la XFL ça se précise pour un début d'activité en 2020. Donc moi je vais retourner tout de suite dans ma chambre d'hôtel, je vais me poser sur le gros fauteuil et puis je vais vous faire la vidéo. Donc sans plus attendre, générique. Pourquoi il marche pas ce truc? Alors au premier trimestre 2019, la WWE a touché 68 millions de dollars de droits télé. Et même si ce chiffre de 68 millions peut paraître assez élevé, il ne faut pas qu'ils se reposent sur leur laurier parce qu'en fait c'est en baisse par rapport à l'année dernière. Donc même si c'est un gros chiffre, quand on le compare à 2018, on voit que ça baisse. Ça baisse aussi au niveau des audiences de l'audimat de Raw et SmackDown qui a baissé d'à peu près 15% dans les deux cas. On est à moins 14% pour Raw, moins 13% pour SmackDown. Et comme je l'avais dit dans la première vidéo de ce conseil de classe du premier trimestre 2019, en fait, Vince McMahon, au niveau des investisseurs et des partenaires, a expliqué cette baisse en raison de blessures de catcheurs qui n'étaient pas disponibles. Mais on a vu plusieurs exemples à travers lesquels on a pu démontrer que ça n'avait aucune pertinence comme explication. Et pour donner un exemple encore plus précis, on va prendre l'exemple de Roman Reigns. Roman Reigns qui a annoncé malheureusement son retrait des rings en octobre pour combattre sa leucémie, et il est revenu au mois de février, le 24 je crois, bon si c'est pas la bonne date, je vous laisse la mettre dans les commentaires, et depuis le 24 février, depuis son retour, les audiences de Raw, elles ont rien à bouger quoi, elles ont même continué à baisser, donc ça montre bien que Roman Reigns, même s'il n'a pas forcément une influence négative on va dire sur les audiences, en tout cas, il n'est pas une star au sens large du terme parce qu'il n'a aucun impact positif sur les audiences. Et ça, on le voit, il est revenu. Il est revenu, donc déjà, ça a contré l'argument et l'explication de Vince McMahon. Et il est revenu et ensuite rien ne s'est passé en fait. Donc voilà, on est... Par contre, à l'inverse, hein, même s'il n'y a pas des catcheurs qui ont des influences vraiment très marquées positives sur les audiences, il y a selon moi des catcheurs que les gens essayent de fuir comme la peste. Par exemple Baron Corbin, quand on a des Baron Corbin, Bobby Lashley, je veux dire, je l'ai déjà donné comme exemple dans une vidéo précédente, il faut pas s'étonner que les gens éteignent leur télé, vous voyez ce que je veux dire. Et puis j'ai aussi vu dans certains commentaires que les gens disent ouais mais Baron Corbin, il y a beaucoup de gens qui aiment le détester. Honnêtement, jusqu'à présent, je trouve que la hit, donc le fait qu'il génère des réactions négatives auprès de la foule, Baron Corbin, sa hit, c'est ce qu'on appelle la X-Pac hit, quoi. Les gens, ils ont juste pas envie de le voir. C'est pas qu'ils ont envie de le voir pour pouvoir le détester. Vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Et pour le moment, ça peut peut-être être amené à changer dans le futur lorsqu'il va peut-être changer de musique, de personnage, de tenue, etc. Quand il va peut-être se faire un nouveau départ pour son personnage, mais en l'état actuel des choses, Baron Corbin, il fait partie de ces catcheurs qu'on n'a pas envie de voir ou qui ne servent à rien. Alors pour l'explication de ces audiences, vous avez été très nombreux et je vous en remercie à partager tout ça dans les commentaires. À votre avis, le consensus qui se dégage, c'est que Vince n'est plus au fait de, de ce que le public est en mesure d'attendre d'un show de catch, en tout cas d'un show WWE. Aujourd'hui, en 2019, que Vince soit instable, c'est un fait. Qu'il soit peut-être trop vieux, c'est un fait. Qu'il soit décalé avec ce qu'il devrait présenter, c'est aussi un fait. Mais toujours est-il que Vince, il est toujours là, et il n'est pas prêt de partir. Donc il faut, intégrer toutes ces contraintes. La contrainte Vince, si tant est que ce soit la contrainte numéro 1 et la contrainte qui fait que, il faut intégrer cette contrainte et voir quels sont les petits éléments sur lesquels on peut grappiller, de la créativité ou de la possibilité de mettre en place de nouvelles choses. C'est vrai qu'on a vu aussi que dans ce premier trimestre, il y a beaucoup de chiffres qui ont été avancés, comme depuis très souvent maintenant par la WWE, pour vraiment se vanter de leur présence, qui est par contre légitime, hein, une présence très ancrée dans les réseaux sociaux. 43 millions d'abonnés. Je le dis souvent, mais pour moi c'est un chiffre complètement hallucinant. 43 millions d'abonnés sur YouTube, je ne sais pas combien de followers sur Twitter,
quand on va additionner tous les comptes de catcheurs. Bref, la WWE est très fan des réseaux sociaux qu'elle aime revendiquer. Par contre, il y a un truc très intéressant que j'ai lu il y a quelques jours. C'est un article qui était publié sur le site du Forbes, un article qui citait Brian Alvarez du Wrestling Observer, dans lequel il disait, tenez-vous bien, et c'est un chiffre qui est pour moi extrêmement parlant. Attendez, non, c'était en 2018, je crois. 2018 ? Ouais, 2018. La WWE a fait 237 annonces de matchs, de présence, de storyline, d'interviews, de segments dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou autre. Donc 237 fois sur l'année 2018, donc 2 fois tous les 3 jours quasiment. La WWE a dit lundi à Raw, il y aura ceci, mardi à SmackDown, il y aura ceci. Sur ces 237 mentions ou annonces de matchs, de storyline, de segments, eh bien, il n'y en a que 95 qui ont finalement été diffusés. C'est-à-dire que là, on voit par les chiffres, comme on disait avant, l'incapacité à la WWE de vraiment faire quelque chose dans la durée. Parce que donc sur 10, ça fait un ratio de 40%. Ça veut dire que sur 10 idées que la WWE va avoir, je dis n'importe quoi, un samedi, un dimanche, en disant demain, après-demain à Raw, regardez parce qu'il y aura ceci. Sur 10 idées, il y en a 6. Il y en a 6 qui vont passer à la poubelle, donc dans un laps de temps très réduit. Ce qui montre vraiment à quel point ils écrivent, ouais, j'aime bien ce terme, ils naviguent à vue, quoi, les gars, il n'y a aucun plan à long terme. Et ça, c'est un très gros problème. Autre problème qui rejoint un petit peu ce dont on parlait avant avec Roman Reigns, c'est que, eh bien, il n'y a pas de star aujourd'hui à la WWE. Une star, c'est quelqu'un pour qui les gens vont regarder le show. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on aime AJ Styles, qu'on aime Finn Balor, qu'on aime Seth Rollins et compagnie, que ce sont vraiment des stars. Parce que les stars, elles vont dépasser, on va dire, le spectre de la WWE pour vraiment toucher des gens qui, sans eux, n'auraient pas du tout regardé le catch. Aujourd'hui, il n'y a pas de stars. Et c'est vrai que pendant cette conclusion, cette conférence du premier trimestre de Vince McMahon avec les investisseurs, il a dit... Enfin non, en fait non. Lui, il a donné la balle à Triple H qui a parlé du fait que de créer de nouvelles stars à la WWE, ça prend du temps. Donc soit aujourd'hui il n'y a plus de stars, ou alors la WWE est devenue presque incapable de créer de nouvelles stars. Ça honnêtement, je sais pas. Mais ça m'a amené à essayer de porter une petite réflexion sur le terme star et comment la WWE historiquement a créé ses stars. Et alors c'est sûr, parce que maintenant je vais le faire ça, je vais traiter ce sujet dans une vidéo à venir dans les semaines ou dans les mois prochains, parce que en fait quand j'ai regardé un petit peu l'évolution des stars, qui étaient les stars, comment est-ce qu'ils sont devenus des stars, ces catcheurs, et bien finalement on peut être en mesure de se poser la question, est-ce que c'est vraiment la WWE qui crée les stars ? J'en suis presque arrivé, et je vais rentrer vraiment en détail dans la vidéo quand je traiterai ce sujet. Pour moi, en fait, la WWE n'a jamais créé de stars. La WWE est simplement un catalyseur qui permet à des catcheurs, à des hommes ou des femmes, de s'exprimer et de devenir des stars. Mais quand je regarde historiquement, dans les mécanismes qui ont permis à certains catcheurs de devenir de grosses stars, mais on se rend compte que finalement la WWE n'y était pas pour grand-chose. Et je trouve ça extrêmement intéressant et j'ai hâte de partager ça avec vous sur la chaîne. Donc l'histoire de Triple H qui dit il faut du temps pour créer des stars, non c'est pas vrai, parce que quand on regarde comment Austin a été créé, c'était en une promo. Comment est-ce que le Rock a été créé, c'était en très très peu de temps. Comment est-ce que Hogan a été créé aussi, c'était en une victoire. Bref, c'est toujours des switches, des petits moments très précis qui sont en dehors du temps. Et c'est ça qui fait la magie de la création de stars. Donc quand on dit il faut du temps pour créer des stars, non c'est pas vrai. Si les catcheurs qui sont aujourd'hui ne sont pas des stars, depuis les années et les années qui sont en place, a priori, je vois pas comment est-ce qu'ils en deviendraient dans le futur. Et d'ailleurs, pour être encore un peu plus provoque et pour vous spoiler un petit peu un des sujets qui va arriver dans les mois à venir, quand on regarde objectivement le personnage de l'Undertaker, la gimmick de l'Undertaker, honnêtement, c'est peut-être la pire idée de tous les temps, la pire gimmick de tous les temps. Et justement, de faire le lien entre ces deux idées, que la WWE ne crée pas de stars, et que de l'autre côté, la WWE a créé une des pires gimmicks de tous les temps, l'Undertaker, et que finalement, aujourd'hui, l'Undertaker est ce qu'il est, ça montre bien que finalement, la WWE n'est pas le moteur de la création des stars, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, sur la note positive, on a NXT
qui a augmenté un petit peu le nombre de spectateurs de, c'était quoi, je crois 5% de plus par show de spectateurs, donc ça c'est plutôt positif. Après NXT c'est vraiment quelque chose de très différent, qui est construit d'une manière très différente. Quand on dit ouais Triple H il faudrait qu'il fasse Raw et SmackDown parce qu'il fait bien NXT, c'est pas du tout la même chose. Raw et SmackDown c'est 5 heures de live par semaine, NXT c'est 1 heure enregistrée, donc on peut absolument pas comparer l'un et l'autre, mais toujours est-il que NXT va de l'avant, et puis j'espère en tout cas ne se perdra pas dans les tourments qui affectent le roster principal depuis quelques années maintenant. Donc après, ouais, de manière générale, ça va plutôt mal au niveau des chiffres parce que tout est en baisse, mais ça n'inquiète pas trop parce qu'on attend vraiment le 4e trimestre pendant lequel la WWE va toucher son pognon de la part de Fox, et voilà, a priori, financièrement, ça ira mieux. Par rapport à ce qu'on disait avant sur Vince McMahon, sur les storylines, etc., il y a la XFL aussi. Donc la XFL, on peut penser que Vince McMahon va être de plus en plus affairé avec la XFL, parce que c'est son petit bébé, là, je veux dire, là, c'est un projet 100% égocentrique. Donc, a priori, il devrait être très 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 occupé avec la XFL, ce qui pourrait laisser penser que peut-être il va lever le pied sur Raw et SmackDown, mais au risque d'en contrarier certains et de peut-être briser certains espoirs ou certains rêves, honnêtement, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit, c'est simplement qu'il va être encore plus débordé, et va être encore plus là sur le dos de tout le monde, à micromanager un petit peu tout ce qui se passe, ce qui va soulever de plus en plus de problèmes créatifs, parce qu'en fait, à la limite, le micromanagement, donc vraiment d'essayer de chapeauter tout ce qui se passe, de ne pas être capable de déléguer des tâches, de faire confiance aux gens, de toujours être sur le dos de tout le monde pour tout contrôler, surcontrôler, recontrôler. À bien des niveaux opérationnels, c'est pas trop grave. Par contre, au niveau de la créativité des storylines, là c'est un problème, parce que s'il y a une seule personne qui va vérifier le boulot de 25 autres pour pouvoir dire oui ou non, en termes de création, de réflexion, de créativité, ça veut dire que finalement les 25 personnes elles servent à rien, et que c'est simplement un petit peu de la chair à canon comme ça qui vont pré-mâcher le boulot d'un mec qui finalement n'aura plus à le faire, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est surtout là que ça peut poser problème. Après, ouais, comme je disais avec la XFL, non, c'est simplement qu'il aura des journées qui vont durer 26 heures au lieu de 24, et puis voilà quoi. Le fait de se dire que financièrement ça va parce qu'il y a de l'argent qui va arriver, c'est une vision très court terme, beaucoup trop court terme, qui va poser problème un jour ou l'autre. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut que la WWE fasse, plutôt que d'essayer de faire des petits pansements, là, comme le wildcard et toutes ces conneries, des petits pansements pour que pendant 2-3 semaines, allez, on ait 150 000 personnes de plus qui regardent, il faut délaisser un petit peu, les effets court terme, et commencer à construire des résultats qui vont se voir dans 1 an, dans 2 ans, voire dans 5 ans, lorsque le contrat Fox sera amené à expirer. Et c'est ça le gros problème aussi, c'est qu'on se focalise beaucoup trop sur ce qu'on pourrait gagner aujourd'hui, plutôt que de se dire, bon allez, foutu pour foutu, on va perdre pendant 1 an, ce que Vince d'ailleurs fait avec la XFL, on va voir ça dans un instant. On va perdre pendant 1 an. On va informer d'ailleurs Fox en disant voilà, on va changer de direction, on va changer le format des émissions, on va faire beaucoup de choses qui vont remettre un petit peu les bases de notre produit. Alors le wildcard, etc. Pour moi, ça n'a rien, c'est pas du changement, c'est rien du tout, c'est de la connerie pure. Comme je disais, c'est des petits pansements, en anglais on dit un quick fix, quoi. C'est un truc juste pour que ça aille mieux la semaine prochaine, mais dans 6 mois, dans 1 an, ça n'aura aucun impact, aucun. Donc c'est ça qu'il faut qu'il fasse, qu'il change. Ça aussi, je pourrais en faire une vidéo sur qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau du produit télé pour qu'éventuellement on puisse escompter de nouveaux résultats. Et pour revenir à ce que je disais, oui, le fait qu'on soit d'accord de perdre maintenant pour gagner plus tard, c'est exactement ce que fait Vince McMahon avec la XFL, alors qu'il ne l'applique pas à Raw et SmackDown. De la même manière qu'il dit que les matchs de football aujourd'hui sont beaucoup trop longs, qu'avec la XFL il veut les raccourcir, alors que niveau catch, lui, il a envie de faire des shows qui sont toujours plus longs et plus longs. Donc il y a un petit côté bipolaire là, dans son approche, un peu schizophrène, dans son approche de ses différents business, parce qu'avec la XFL, donc il a des gros deals, hein, ça va être Fox, ESPN et ABC, donc la XFL va être diffusée sur ces chaînes. Par contre, la XFL ne touchera pas d'argent de ses contrats télé. En échange, les chaînes télé vont assumer les coûts de production de tous les matchs. Ce qui veut dire que Vince McMahon sera diffusé pendant 3 ans, il va toucher 0 €, donc il va perdre
entre 120 et 150 millions de dollars par an de son argent personnel des actions WWE qu'il a sorti de la société pour les réinvestir dans la XFL. Donc il est parti pour 3 ans, perdre 300, 400, 450 millions de dollars. En échange de quoi des chaînes de télé vont diffuser gratuitement son produit en espérant que dans 3 ans, le produit puisse bénéficier de suffisamment d'audience pour qu'ensuite les chaînes soit rachètent les droits, soit d'autres chaînes disent maintenant nous on aimerait bien rapatrier ce produit sur la nôtre en vous donnant X dizaines voire centaines de millions de dollars par an. Donc c'est très étrange la manière dont Vince McMahon est capable d'un côté de prendre des risques à long terme. Alors là les risques XFL, pour moi je pense que le projet est voué à mourir parce qu'en termes de qualité des matchs, il ne pourra jamais y avoir de joueurs de foot suffisamment performants pour que les matchs soient suffisamment intéressants pour que les gens regardent. Même s'ils seront diffusés sur des plateformes avec beaucoup de visibilité, Fox, ESPN et compagnie. Donc voilà, d'un côté, au-delà de la viabilité de ces projets, juste en termes d'idées et de concept business, d'un côté, il est capable de dire on va faire de grosses concessions pendant 1, 2, 3 ans, en espérant que, vision long terme, donc plutôt vertueuse, à l'inverse de quoi, à la WWE, ils ne sont jamais projetés en 2020, en 2021, ni même en 2024, lorsque le contrat Fox sera terminé. Donc c'est très étrange cette différence de mentalité en fait. Et aujourd'hui les amis, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai aucune idée de la raison ou des raisons pour laquelle ou pour lesquelles Vince en fait envisage et appréhende ces différents business de manière différente parce que c'est très bizarre. J'aimerais savoir ce que ça vous inspire, en tout cas, ce conseil de classe de la WWE du premier trimestre 2019. Merci à tous, comme d'hab, pour votre fidélité, pour vos commentaires. N'hésitez pas aussi à aller suivre le compte Twitter que j'essaye d'alimenter le plus possible, même quand je suis en déplacement comme maintenant, où je ne suis pas sur le téléphone et sur le truc toute la journée, sur l'ordi. Bref, voilà, comme d'hab, merci à tous et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la clinique. Vous savez ce qu'il vous reste à faire d'ici là, c'est-à-dire pas grand-chose, si ce n'est garder la passion et regarder du catch 24 heures sur 24. Bye bye.